Ah, mais est-ce qu'il Bonjour. faut encore vous présenter? Vous êtes auteur, compositeur et interprète. Et tout le monde a en tête certaines de vos chansons, comme le 22 Bar ou le Courage des oiseaux. Nous parlerons de vos débuts dans la chanson, de vos goûts musicaux, des artistes qui ont pu vous influencer. Vous nous direz comment vous composez, comment vous écrivez vos textes de chansons, quelles sont vos sources d'inspiration et quelle est la place de la chanson française dans le monde en 2025. Nous évoquerons enfin vos prochains concerts et vos projets. Et pour vous poser des questions aujourd'hui, Eva. Bonjour, et Célène. Bonjour. Vous écoutez le numéro 717 de Porte-Plume et vous avez bien raison. Bonjour à tous. Si vous étiez une cause climatique à défendre? Mon Dieu. Oh là là, ça commence bien. Une cause climatique à défendre. De souvenirs de promenade au bord de la Vilaine en vélo. Une promenade en particulier. Après, c'est une promenade que j'ai faite 1000 fois, mais la première fois que j'ai longé une portion de la Vilaine entre un village qui s'appelle Belley-sur-Vilaine et l'autre qui s'appelle Langon-sur-Vilaine. Là aussi, un monde s'est ouvert à moi. En fait, j'ai l'impression je passais déjà de l'autre côté, parce que j'allais en vacances dans un hameau qui était en face de ce chemin-là. Et c'était comme un passage de frontière, en fait. Et j'avais l'impression de partir à l'aventure, donc c'est resté quelque chose c'est le premier qui me vient à l'esprit. Et si vous étiez un poème? Je serais un poème d'une autrice que j'aime beaucoup. Alors on dit Innu, c'est-à-dire d'origine inuite, canadienne, qui s'appelle Joséphine Bacon. Alors je sais pas j'ai peu de poèmes en tête, c'est-à-dire, je sais pas, Oui, mais c'est ces poèmes très courts. Et il y en a un qui m'a marqué, qui est mystérieux en fait, où elle dit tout simplement, quelque part dans cette ville, je suis l'humain du moment, je cherche ma trace, et c'est tout. Et ça m'a vraiment, ce poème-là, je sais pas pourquoi. Ça vous a transporté? Ouais, carrément. Et ça m'a donné envie d'écrire des poèmes. Enfin, c'est quelque chose que j'essayais de faire depuis des années. Et en lisant cette femme, le poème de cette femme, j'ai eu la sensation qu'une écriture était possible, non pas dans son sillage, hein, mais que je pouvais aussi trouver une voie de cet ordre-là. Alors, je ne suis pas à son niveau, hein, mais voilà. Ça vous a donné aussi envie de transporter l'esprit des gens? C'est le principe des arts. Enfin, je pense. Après, oui, d'autres gens pourront estimer que c'est le principe, enfin, la nécessité de l'art, c'est de bousculer, de heurter. Moi, je suis plutôt de l'école de ceux qui pensent que l'art doit plutôt accompagner, consoler, voilà, plus que heurter. Et pour terminer, si vous deviez déjeuner avec un écrivain célèbre? Alors, Patrick Modiano, il dirait pas grand-chose, donc non, pas lui. Je connais quelques écrivains, plus ou moins connus, avec qui j'ai déjeuné plus d'une fois. Avec qui j'aimerais bien déjeuner? J'aurais bien aimé déjeuner avec une autrice américaine qui s'appelait Carson McCullers. Et vous lui diriez quoi? Je sais pas, on boirait des coups. Moi, je pars du principe que quand on rencontre des gens dont le travail vous impressionne, il ne faut pas partir sur il ne faut pas leur parler de leur travail. Il faut établir un rapport humain et puis après, on voit si on peut parler de travail, justement. En tout cas, pas faire sentir de déférence ou quoi que ce soit, parce que c'est pas un bon moyen d'approcher les gens, quels qu'ils soient. Donc, mais je sais pas, oui. Mais je suis encore sur la cause climatique, ça m'énerve de ne pas vous avoir répondu. Je m'appelle Anné, mon nom au complet, et à un moment donné, il a fallu, j'aimais pas mon nom Dominique Anné. Puis
quand j'étais gamin, j'avais eu et Anne Dominique sans arrêt à l'école. Donc je me disais, ah non, devoir encore dire qu'il y a un accent par-dessus. Donc je sais pas, je l'ai écourté. Il n'y avait pas comment dire, de volonté particulière, si ce n'est de trouver un nom assez rapidement, à un moment donné, au moment de faire un disque. Et puis j'avais essayé plusieurs pseudonymes vraiment grotesques, et je me suis dit que j'allais opter pour la sobriété. Je suis passé de Théotore à Dominique Citron, passé par Dominique Belgique. Donc au bout d'un moment, Dominica, ça a été un moindre mal. Mais c'est un nom qui vous plaît? Bon, maintenant, je fais plus trop attention, en fait. Ça permet d'avoir c'est à la fois moi, et puis c'est aussi le personnage public. C'est surtout le personnage public. Moi, je suis dominicané, et ça me permet d'avoir quand même une espèce dans mon esprit, comment dire, une petite coupure entre la personne que je suis au quotidien, et puis le personnage en représentation publique dans son travail. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique? Un besoin d'expression. Après, ça n'a pas été ça n'a pas été conscientisé. C'est-à-dire que j'ai écouté des chansons très jeunes. C'était les disques de mes parents. Disques Brel, Ferré, tout ça, Brassens, Ferrat, enfin que des mecs. Je peux rien. C'était les discothèques de mes parents. Et ça me plaisait, et puis ce qui me plaisait, c'est que je me rendais compte que quand je rechantais par-dessus, ça plaisait aux adultes. Donc j'ai voulu faire comme les grands. Et puis, donc la musique était là, la chanson était là, surtout, et sans que je me rende compte à quel point elle l'était. C'est-à-dire que moi, j'étais surtout fou de bande dessinée. Je voulais être dessinateur de bande dessinée pendant très longtemps. Et donc je dessinais beaucoup. Et puis un jour, à l'adolescence, je me suis rendu compte que la musique était en train de prendre le pas sur tout, mais qu'elle était déjà là depuis longtemps, en fait. Donc il n'y a pas eu de choix, à proprement parler. Elle était vraiment... Elle a toujours été présente? Bah ouais, très rapidement. La musique a été présente, et la chanson en particulier, ouais. La musique a été très présente dès l'enfance, avec... à l'époque, on avait peu de canaux de communication. Il y avait 3 chaînes de télé, et on n'écoutait pas trop la radio. Et en fait, j'étais gamin très très sensible au générique des feuilletons, des séries, ce qu'on appelait des feuilletons à l'époque, des séries, des dessins animés. Et ça m'est resté, en fait. Et en fait, à cette époque-là aussi, les séries, les dessins animés, c'était souvent des musiques assez tristes. C'était un peu dans l'air du temps. Quand je repense à ces années-là, c'est les années donc, 70, je vois tout ça en noir et blanc, comme la télé. Et ça a, comment dire, infusé en moi, et ça a créé un truc qui après s'est un peu diffusé dans ma musique, en fait. Et à quel âge avez-vous commencé à chanter? Alors j'ai commencé à 6-7 ans vraiment à chanter régulièrement, donc par-dessus les disques des grands anciens. Et puis après, quand j'ai eu 11-12 ans, un jour mon père a ramené ce qu'on appelait, alors je suis désolé, hein, je suis un vieil homme, magnétophone à cassette, c'est-à-dire, je voyais ce que c'est pas évident. Voilà. Et donc on pouvait s'enregistrer, et moi je trouvais ça dingue. Et dès qu'il a ramené ça à la maison, tout de suite, dès le premier jour, j'ai commencé à faire des cassettes où je faisais des chansons. Donc je dirais qu'il y a eu un tournant vraiment à 11-12 ans, où j'ai commencé à être obsédé par ça, l'idée d'enregistrer, avant de savoir jouer d'un instrument. Hein. Je ne savais pas jouer, j'avais une guitare, je tapais dessus. Enfin. Et après j'ai fait la musique avec des copains. Pareil, on ne savait pas jouer, on jouait vraiment sur des casseroles, sur des jouets. Mais c'était là, et c'était c'était un besoin d'expression, quoi, tout simplement. Et c'est une passion familiale? D'une certaine façon, alors je suis le seul musicien dans la famille, mais vraiment, même quand j'y réfléchis dans la famille élargie, bien qu'elle soit pas très grande, et de moins en moins, mes parents ne pratiquaient pas d'instrument, moi j'avais pas de frères et sœurs, mais il y avait cette passion, ouais, pour la chanson. C'était ça, ils m'ont communiqué ça. Parler d'un concert qu'il avait donné, où il avait chanté, bah, ça devait être à une fête de l'école. Et moi j'avais 4-5 ans, et je me suis dit, mon père chantant sur une scène. Et tout de suite j'ai vu, il était à l'Olympia pour moi.
et ça m'a marqué, je pense que c'est un souvenir fondateur, en fait, et qui est peut-être... admiratif? Ben, oui, surtout je faisais pas le lien, mon père était professeur, je faisais pas le lien entre le professeur que je voyais, qui n'était pas heureux de faire son travail, qui corrigeait ses copies, qui avait l'air de s'emmerder, et le chanteur dont il me parlait, alors il a dû chanter une chanson sur scène une fois dans sa vie, mais il y a eu un espèce de truc comme ça, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et ça m'a marqué, ça a joué son rôle, je pense. Je pense que ça a joué son rôle, que peut-être dans un premier temps, j'ai voulu faire comme mon père ou lui plaire, je ne sais pas. Et comment votre famille a réagi quand vous leur avez annoncé que vous vouliez officiellement devenir chanteur? Alors, ça n'a pas été comme ça. À 18 ans, j'ai fait 3 mois de beaux-arts, mais c'était une planque parce que je ne voulais pas aller à la fac et je ne voulais pas non plus être artiste peintre ou quoi que ce soit, plasticien. Et au bout de 3 mois, j'ai lâché l'affaire et je suis allé les voir. Et à cette époque, j'étais vraiment une teigne et très, très agressif avec eux et pas du tout aimable. Et j'aurais dit, j'arrête les beaux-arts et je vais faire la musique. Point barre. Et ils étaient interdits, et ils m'ont rien dit. Je les faisais flipper, en fait. J'avais l'air tellement parti, quoi. Et enfin, j'imagine. Donc ils savaient, ça faisait des années que je faisais des groupes, hein, il y avait pas, c'était pas un mystère, mais cette décision verbalisée, je pense qu'elle les a inquiétés plus qu'autre chose. Et puis il s'est passé quelques années avant que véritablement il se passe quelque chose pour moi, donc il y avait une angoisse de leur part, mais qui ne formulait pas, on ne se parlait pas. Et moi, à l'époque, à 18 ans, je voulais vraiment devenir musicien, chanteur, faire ma vie avec ça. Et finalement, le moment où ça s'est produit, c'est un moment où je n'y croyais plus. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a mis sur les bonnes rails. Mais c'était très étrange parce que j'ai eu vraiment une détermination très forte qui était battue en brèche par la réalité parce que j'arrivais à rien. Et puis au moment où ça s'est produit, c'était un moment où j'attendais pas grand-chose. Comment vous avez appris la musique? Je ne l'ai pas appris. Je suis autodidacte. Donc là, ça fait 2 ans que je peux vraiment reconnaître à peu près des accords de base sur ma guitare parce que je travaille avec des vrais musiciens. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit c'est quand même un obstacle depuis toutes ces années. C'est à l'oreille. J'ai appris en écoutant les disques des autres et puis en écrivant en fait, en équipant des premiers home studios, c'est-à-dire les studios, c'était pas encore des logiciels, c'était ce qu'on appelait des 4 pistes, des 8 pistes aussi, soit à bande, soit à cassette, qui permettaient de faire chez soi des enregistrements multipistes, donc avec des pistes séparées, où vous pouvez faire la batterie d'abord, après la basse. Et à partir du moment où je me suis équipé de ce matériel-là, ça a été pour moi une révélation et un vrai, comment dire, vraiment un terrain d'expression en fait. Et c'est là que j'ai vraiment appris à mettre en forme de façon qui me satisfaisait des idées que j'avais. Mais c'est en écoutant les disques des autres, hein, beaucoup, en voyant des concerts. Il y a des artistes qui vous ont influencé? Ben oui, mais on va y passer la nuit. Je suis un enfant des années 80, donc j'ai été très influencé par ce qu'on a appelé la New Wave, la nouvelle vague, donc qui était on va dire une excroissance du punk. Donc ça s'est passé en Angleterre, aux États-Unis, et puis en France, il y avait des représentants aussi de cette mouvance-là. C'était une approche de la musique où l'idée c'était fais-le toi-même. C'était ce qu'on a appelé le do it yourself, c'est-à-dire tu as envie de t'exprimer, quels que soient les moyens que tu as, techniques, vas-y. Et donc moi je suis de cette école-là, donc autodidacte vraiment. Et des artistes, oui, il y en a eu plein. Dans les Anglais, il y avait un groupe qui s'appelait Joy Division, il y avait les Cure qui existent encore. Il y avait des artistes français pas forcément très connus, comme Sappho, comme des Rennais
Marc Seberg, qui chantait en français. En fait, très rapidement, je me suis vraiment intéressé, alors je m'intéressais aux Anglais et aux Américains, mais parallèlement beaucoup aux Français qui chantaient dans leur langue, parce que ça faisait finalement écho au disque que j'avais écouté enfant, avec cette importance du texte. Et c'était bizarre parce que le texte, c'est pas un truc que je revendiquais quand j'ai commencé, quand j'ai fait mes premiers albums. Je me disais, moi je suis musicien et les textes ils sont là pour, voilà, pour que je chante, quoi. Et quelque chose. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était un peu le nerf de la guerre. C'était un peu que la musique découlait du texte, en fait, dans ce que je faisais. Donc, c'est finalement une espèce de déni et puis de reconnaissance à long terme. On peut mettre du temps à comprendre ce qu'on fait, en fait. On peut mettre du temps à écouter sa voix, le son de sa voix, puisqu'on sait bien que quand on entend sa voix enregistrée, on ne se reconnaît pas, parce que le son de la voix, notre voix telle qu'on l'aperçoit, passe par des résonateurs qui lui donnent d'autres fréquences, ce qui fait que quand on s'écoute parler sur un enregistrement, c'est pas moi, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas, les résonateurs sont pas là. C'est ce qui me donne envie de continuer, en fait. D'en apprendre chaque jour. Ouais, en bonne compagnie. Et vous vous rappelez de votre première scène? C'était Oui. quand? Alors ma première scène, c'était, j'avais 14 ans, c'était une fête du collège où je faisais les chœurs dans un groupe. J'étais pas à l'avant et j'avais le droit de chanter une chanson. Et j'étais un gamin assez introverti, hein, et puis là je me suis rendu compte que sur scène, c'était ce truc classique du timide qui se révèle sur scène. Et donc ça a été le premier, comment dire, je me suis rendu compte que la scène était un terrain de jeu incroyable pour moi et surtout de libération. Et mon premier concert, ça a été, vrai concert, c'était à Saint-Sébastien-sur-Loire en 1986. C'était un tremplin, ce qu'on appelait les tremplins rock, c'était des concours. Et donc voilà, j'avais 18 ans et là, ça a été la confirmation que j'avais quelque chose à faire sur une scène. J'étais pas du tout... il y avait une forme d'évidence pour moi. Vous écrivez différemment aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Oui, je pense. Et en même temps, c'est un travail qui se poursuit. Et comment votre évolution musicale depuis le début? Un phénomène d'ouverture. C'est-à-dire qu'au début, j'avais des a priori sur beaucoup de choses, des principes sur beaucoup de choses. Et c'est ce qui permet aussi, quand on a des a priori et je dirais des blocages, par exemple des blocages par rapport à certaines musiques, d'affirmer soi-même un style. En quelque sorte, ça permet d'avancer. Oui, je trouve. Ouais, c'est-à-dire, en fait, on se construit, je trouve au départ, beaucoup, tout autant par ses goûts que par ses dégoûts, en fait, par ce qu'on rejette. Quand on est artiste, on suit une voie au bout d'un moment parce que y a d'autres voies qui vous déplaisent complètement et vous placez en porte-à-faux par rapport à ces voies-là. Et donc, je dirais que depuis le temps m'a permis d'ouvrir à des musiques. Par exemple, quand j'avais 25 ans, je détestais le jazz. Aujourd'hui, je suis pas un spécialiste, mais il y a des tas de choses qui m'intéressent dans ces musiques-là parce que le jazz, c'est très vaste. Et je travaille notamment avec un contrebassiste qui vient vraiment du jazz, Sébastien Boisseau, qui vit dans le Muscadet, enfin dans le Muscadet, dans la région du Muscadet, pas dans le liquide. Et donc pour moi c'est ça, l'évolution, elle est liée à apprendre à s'ouvrir et à aller à l'encontre de ces a priori. Voilà. Et là encore, ça peut prendre du temps. Je reviens sur vos scènes. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez, une qui vous fait rêver? De salles de concert? Oui. Il y en a plusieurs.
Après, c'est vrai qu'on a. Alors, la semaine dernière, j'ai joué pour la seconde fois de ma vie au Bouffe du Nord à Paris, qui est une salle merveilleuse, quoi. C'est une petite jauge tout en hauteur. C'est plutôt une salle de théâtre d'ailleurs, hein. Il y a assez peu de musique. Il ne faut pas y aller avec une batterie parce que le son est un peu compliqué. Mais il y a une ambiance qui est folle. Après, je dirais, je suis loin de. En France, je dirais les plus belles salles que je connaisse, j'y suis passé d'une façon ou d'une autre. Soit en invité, soit pour faire un concert. C'est des salles qui sont, on va dire, qui vont de 400 à 2000 places, on va dire. Et vous préférez les petites salles plus intimistes ou au contraire les grandes J'aime salles? bien les salles moyennes, genre 1002. Genre, je pense au Casino de Paris. Alors, je parle beaucoup des scènes parisiennes parce que c'est vrai que c'est là qu'il y a des scènes il y a des lieux qui sont assez incroyables. Il y en a d'autres en France, il y a des théâtres à l'italienne. Il y a un théâtre à Cherbourg, par exemple, qui est magnifique, qui est splendide, qui doit faire 600 places. C'est un lieu vraiment habité. J'aime bien les lieux qu'on vécu, quoi, en général. C'est clair que de toute façon, je joue pas dans les zéniths, mais même en tant que spectateur, aller voir un concert dans un zénith, bon, j'ai encore été en voir un récemment, un copain, mais ça me motive pas, en fait. Je trouve que c'est des lieux froids. Passer 2000 places, je trouve que de toute façon, on a un rapport avec le public qui est trop disparate, en fait. J'aime pas trop les gros bidules, j'aime pas les gros festivals. Vous aimez ce contact avec les publics? Ben, j'aime bien quand on peut se compter. Ils peuvent nous compter sur scène et qu'on peut les compter. Bon, s'il y en a 2000, ça va être un peu plus compliqué, mais non, j'aime bien sentir les gens, quoi. Et puis, je suis pas un adepte je fais pas participer les gens à mes concerts. C'est-à-dire, c'est pas des concerts où je demande aux gens de chanter. J'aime pas ça. Je me sentirais mal dans ce rôle-là. Et donc, il peut y avoir un côté un peu cérémonial, un côté un petit peu sentencieux dans ce que je fais. Mais en même temps, moi, c'est des musiques que j'aime aussi. C'est-à-dire que quand je vais voir un concert, j'attends pas qu'on me demande de participer, en fait. Moi, j'attends d'être happé par la musique, que ce soit la musique qui me sollicite et pas les gens qui la font. Donc, les gens qui la font, à la limite, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font. C'est pas eux ou elles. Oui. On marque une petite pause musicale. Est-ce que vos albums traitent à chaque fois un thème particulier? Non, pas de façon consciente, mais par la force des choses, au bout d'un moment, des commentateurs ou commentatrices me font remarquer qu'il y a beaucoup de chansons sur. Alors maintenant, je dirais que le dernier que j'avais fait en studio était très écologisant, on va dire. Il y avait beaucoup de choses qui avaient trait, changement climatique. Enfin, c'était métaphorique, mais il y avait beaucoup. Ces thèmes-là étaient très. La cause animale aussi dans certains disques. Et puis, je dirais que le prochain, celui sur lequel je suis en train de travailler, la thématique c'est moi. C'est mes souvenirs, justement, c'est l'enfance, l'adolescence. En fait, je crois que comme on vit une période quand même un peu tendue, j'arrive pas véritablement à avoir un discours artistique sur ce qu'on est en train de vivre, en fait. Et je suis pas sûr que ce soit enfin, il y a pas assez de recul, je trouve, pour en bien en parler. Alors j'ai fait une chanson un peu, on va dire, qui évoque des choses actuelles, mais autrement, c'est des terrains là où j'essaie d'y aller de façon un peu plus circonspecte. Donc il y a des disques, par ailleurs, où je ne savais pas que j'étais en train de faire autant de choses sur le même thème, et finalement, ça se dessinait. Je pense à un album, un album aussi qui s'appelait Vers les lueurs, que j'ai fait en 2012, et effectivement, il y avait déjà aussi un discours un peu écologisant. Donc votre prochain album serait comme une autobiographie musicale? Il y a de ça. Ouais, enfin, autobiographie de retour sur l'adolescence, ouais, et sur aussi, il y a eu des retrouvailles avec des gens que j'avais pas vus depuis très longtemps, qui ont impulsé aussi l'écriture. Il y a des deuils aussi de gens enfin des décès, pas des deuils mais de gens qui comptaient pour moi artistiquement. Tout ça, j'ai eu envie en quelque sorte de
mettre en chanson. Et qu'est-ce qui vous inspire? Ben, ça dépend des périodes. Musicalement, ce qui m'inspire, c'est quand je fais des tournées, généralement, on travaille sur une année. Alors, non seulement on travaille sur le disque avec un certain type de son, certains musiciens ou musiciennes, et après, ça fait 2 ans, 2, 3 ans de travail autour d'un même son, et donc ce qui donne envie de faire autre chose, c'est l'envie de sortir de ce son-là et d'avoir un son différent. Et ça vient au fur et à mesure. Et puis après, l'inspiration, je vais la chercher. Elle vient pas, c'est en travaillant, si je suis dans une mécanique d'écriture, je dis de la mécanique parce qu'il y a un côté comme ça, moteur à mettre en route. Je vais être très réceptif à tout ce qui se passe, tout ce que j'entends, et donc du coup, ça va pouvoir être injecté dans les chansons. Si je ne suis pas du tout en période d'écriture, bah, je n'écris rien. Donc, l'idée, c'est de revenir auprès des gens avec un enregistrement différent, une tournée un peu différente. Donc, c'est ce qui impulse l'écriture, en fait. C'est l'envie de continuer, en fait, avant de savoir si on a quelque chose à dire. Et aujourd'hui, quel album vous ressemble le plus, d'après vous? Alors, bizarrement, je pense que c'est un disque j'ai un disque que j'ai fait pendant le confinement. C'est pas forcément le mieux, hein. Puis c'est vraiment fait. Alors là, pour le coup, c'est de A à Z, il est fait en solitaire, donc c'est un peu, comment dire, ça peut paraître très autocentré, mais de fait, je trouve que d'une certaine façon, c'est le plus juste par rapport à moi, y compris dans ses défauts. C'est-à-dire que le défaut, ça serait une forme de renfermement sur soi et d'égocentrisme. Et en même temps, il y a une forme de justesse dans le ton. Et je le dis parce qu'on me l'a dit aussi. C'est aussi des gens qui me connaissent bien, qui me suivent depuis longtemps, qui trouvent que c'est un des plus représentatifs. Alors, soit d'un texte, soit d'un son. Voilà, donc souvent d'un texte. J'ai besoin du texte pour avancer, et puis soit l'idée d'un son, d'une énergie, ou au contraire quelque chose de très, très feutré. Mais jamais d'un sentiment. Un texte peut naître d'un sentiment, mais assez rarement en fait. Parce que, en fait, il faut, je crois que pour que ce soit recevable et bien, même si la chanson est émouvante, il faut que ce soit écrit avec une certaine froideur. Pour justement que ce soit pas. Alors, a fortiori, si vous parlez de vous. Dans les chansons, il faut qu'il y ait une distance qui fait que quelqu'un d'extérieur à vous, qui l'entende, puisse se projeter, la personne puisse se projeter. Et puisse, en quelque sorte, voir dans ce que vous êtes en train de raconter, qui peut être une histoire personnelle, sa propre histoire. Ouais. S'il n'y a pas d'identification possible, ben, c'est que c'est raté. Et donc, pour qu'il y ait une identification, il faut que le sentiment, il soit, en quelque sorte, un peu mis de côté, même si vous traitez des sentiments. Et même si... parce que l'émotion va naître justement d'une forme à mon sens, d'un peu de retenue. Si vous n'êtes pas dans la retenue, bah, c'est plus un journal intime. Et ça vous est destiné. C'est pas destiné aux autres. Vous avez beaucoup écrit pour les autres. C'est important pour vous de partager? C'est important de voir déjà si alors j'écris notamment pas mal pour des chanteurs chanteuses de variété, donc musique plus populaire. Et ça, pour moi, c'était important d'essayer d'y arriver, d'essayer de m'adapter à leur chant, à leur désir, et d'être pour le coup, alors pas du tout être un exécutant en fait, hein, proposer des choses, mais je trouve ça bien quand on est soi-même toujours en avant et qu'on écrit pour soi, et que après c'est soi-même qui allons présenter les chansons, de pouvoir avoir ce rôle un petit peu plus distant
pour écrire un peu différemment, c'est important. Ouais. Et puis accessoirement, c'est une autre façon de gagner sa vie. Parce que quand vous écrivez pour des gens connus, bah, c'est des droits d'auteur qui tombent et qui sont intéressants. Comme vous nous l'avez dit, il y a un certain engagement écologique dans vos chansons. Est-ce que la musique est pour vous un moyen de vous exprimer sur des sujets C'est pas le meilleur moyen en soi. Quand j'ai commencé à faire des chansons, je voulais justement éviter ça, vraiment parler des choses, donner mon point de vue. J'essaie simplement de... plusieurs militants écologistes disent ça. Bon, ça revient souvent comme quoi les gens se sentent pas fondamentalement concernés par l'écologie parce qu'il n'y a pas véritablement de récit qui donne envie aux gens de sortir du déni. Alors moi, je n'essaye pas de faire des récits, mais en tout cas, j'essaye de délivrer, quand j'ai, on va dire, quelque chose à dire entre guillemets, hein, mais une vision un peu poétique, métaphorique, qui ne soit pas littérale, qui soit plus une façon de dire des choses qui me tiennent à cœur, mais pas être dans la dénonciation. Les quelques chansons sur lesquelles je me suis risqué à ce truc-là, c'est pas les plus réussis, quoi. Quand c'est trop direct, j'ai du mal après à les assumer longtemps sur scène. Donc j'évite ça. Vous avez parfois le sentiment que certaines chansons vous échappent? Oui. Ben, toutes, en fait. Elles m'échappent toutes et j'aime bien cette idée-là. Dans votre vie d'artiste, vous avez rencontré de nombreuses personnes. Est-ce qu'il y en a une qui vous a vraiment marqué? Oh, une, c'est toujours réducteur. Ou plusieurs? Oui, il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-unes. Ah oui, il y en a. Il y en a une qui m'a marqué dès l'adolescence, dont j'en parlais, j'ai évoqué tout à l'heure, c'est une chanteuse qui s'appelle Sappho, qui est aujourd'hui, qui est presque inconnue au bataillon, il y a très peu de gens qui la connaissent, mais elle a représenté vraiment quelque chose de fort pour moi à l'adolescence. C'était vraiment pour quelqu'un qui m'inspirait dans sa façon de se présenter, de chanter, de faire de la musique. Et j'ai eu la chance des années après d'en faire un peu avec elle, et c'est quelqu'un, oui, et d'avoir un rapport amical avec elle, d'être justement, de sortir de... Puis bon, aujourd'hui je suis moins fan de ce qu'elle fait que je ne l'ai été, mais en tout cas oui, ça fait partie des gens qui m'ont tellement aidé à la base, sans le savoir, hein, et puis c'était mes profs. Et le fait d'avoir un rapport, je dirais, un peu d'égal à égal, et puis de s'apercevoir aussi qu'il y a toujours une flamme en elle, alors que peu de gens la suivent. Je trouve ça très touchant et marquant, en fait. Sur le monde musical actuel. Voilà, c'est vaste problème. Problème déjà, pas question. Bah, je sais pas, ça dépend d'où on se place. Aujourd'hui, on est dans une profusion de propositions musicales qui est ahurissante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui... quand j'ai commencé, on pouvait encore avoir un regard un peu... On ne pouvait pas tout connaître, il y avait déjà beaucoup de choses, mais un regard un peu global sur les scènes. Là, aujourd'hui, c'est juste impossible. Il y a tellement de choses. Même les journalistes sont paumés. Enfin, ils ne savent plus de qui parler. Et puis, le rapport économique aussi, de production, d'écoute a tellement changé que il y a une profusion, il y a un vertige, en fait. C'est vertigineux. Et c'est quoi le compliment qui vous a le plus touché dans votre carrière? Si, il y en a un. Alors, je ne sais pas si c'était un compliment, mais c'est peut-être une des phrases qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus ouvert les yeux. C'est un enfant qui m'a dit
En fait, c'était dans une école, c'était en primaire, hein, c'était pas... et ils dansaient sur mes chansons, bizarrement. Enfin, c'était plus de l'expression corporelle. Et donc, c'était à La Rochelle, et puis donc, on fait une rencontre avant un concert avec cette classe, puis je vois, ils étaient complètement excités. J'en revenais pas de me rencontrer, et puis plein de questions très très vives. Et au bout d'un moment, je leur dis, mais quand même, ce que je fais pour vous, c'est de la musique de vieux. Enfin, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que vous trouvez là-dedans, quoi? Et qu'est-ce que vous trouvez à cette musique? Et il y a un enfant qui m'a dit, mais tu sais, on ne danse pas sur ta musique, hein, on danse sur tes mots. Et je trouvais ça tellement puissant, tellement beau que je me suis dit, ah, ça c'est terrible ça. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur ce que... Sur l'importance des mots? Ben, sur ce que je faisais. Sur ce que je faisais et ce que je ne reconnaissais pas au nom de vieux idéaux presque adolescents. Mais ça m'a vraiment, ça m'a marqué. Cet enfant, je lui dis merci tous les jours. Il y a un rêve artistique que vous n'avez pas encore réalisé? Ce qui manque quand on est un chanteur français, francophone, de mon âge, c'est un peu d'aller plus à l'étranger, de sortir de l'Hexagone. Alors ça m'est arrivé, hein. J'ai joué beaucoup en Espagne, où bizarrement, il y a un public là-bas qui s'est constitué, d'hispanophones, hein, pas de... Et même en Espagne, on n'y va plus pour des histoires de sous. C'est ce qui l'idéal artistique, ça aurait été d'aller plus, de sortir plus maintenant c'est un peu tard pour moi, mais sortir plus de l'Hexagone, des pays francophones, Suisse, Belgique. De voyager? Ouais, voyager avec la musique. Ça, je l'ai fait, mais toujours, ça a toujours été des... Valparaiso, c'était ça. Je suis allé à Valparaiso parce que j'ai fait un concert là-bas. Et c'est quand même des moments... c'est pas histoire de faire carrière, mais c'est plus de vivre des expériences avec la musique qui sont un peu inoubliables. Ouais. C'est peut-être ça après l'idéal artistique. Moi, ça a été beaucoup plus loin que ce que j'imaginais, donc je continue à me pincer. Et il y a une chanson qui vous rend fier? Il y en a quelques-unes, ouais. J'aime bien la chanson qui s'appelle Immortel, qui a été chantée par Alain Machou, notamment. Et ouais, celle-ci, ouais, je crois qu'elle n'est pas loin de me rendre fier. Et ce sera le mot de la fin. Voilà, Porte-Plume, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Dominique. Merci à vous. Votre prochain concert à Nantes, ce sera quand? Le 14 décembre, lieu unique. Porte-Plume revient la semaine prochaine, bien sûr. Nous recevrons un sportif de haut niveau, Mathieu Divandré, champion du monde de kickboxing. D'ici là, prenez soin de vous. Et retrouvez tous les podcasts sur Porte-Plume, sur Radio Fidélité. Au revoir à tous. Au revoir. Bonjour Dominique. Bonjour. On est sur le Festival du Printemps des Fragilités, c'est la 3e édition. Merci de nous suivre depuis le tout début. Ben, merci de me relancer. Qu'est-ce qui, peut-être Dominique, te séduit en fait, ou t'interroge, ou voilà, pourquoi les fragilités? Qu'est-ce que ça évoque peut-être pour toi? Ça évoque un moment particulier où je faisais partie d'un collectif d'artistes, et pas que d'artistes d'ailleurs, il y avait aussi des gens, on va dire, de la société civile, qui s'appelait Des Liens. Donc l'idée c'était de proposer des spectacles à destination des publics éloignés des salles de spectacle. On avait fait dans le cadre d'une journée d'action qu'on avait fait avec des concerts et des rencontres avec différents... il y avait vraiment des gens venus de tous horizons, il y avait des gens en précarité, il y avait des personnes qui travaillaient dans le social, il y avait des artistes. Et je me souviens à un moment donné, une infirmière avait parlé du fait qu'on était dans des sociétés où on cherchait à, en quelque sorte, mettre tout ce qui était de l'ordre de la fragilité sous le boisseau, ou en tout cas nier la fragilité des gens. Et je trouvais que c'était tellement en correspondance avec ce que j'étais en train de commencer à penser,
que la fragilité comme lien en fait. Et non pas comme revendication d'une faiblesse qui viserait à la séduction en quelque sorte, mais plus comme un lien possible et une forme d'humilité nécessaire en fait par rapport à notre condition. Et voilà, ça m'évoque ça, ce terme-là. Et après, j'avais fait une chanson j'avais fait un disque même, qui s'appelle La Fragilité, et une chanson en particulier qui évoque ça, en fait, le fait de vouloir absolument nier sa propre fragilité, encore une fois, ce qui n'a rien à voir avec la faiblesse. Et en quelque sorte, se nier soi-même, en fait. Je pense justement il peut y avoir une inversion des valeurs et au contraire une grande force dans le fait de reconnaître ces fragilités, de les assumer et puis aussi de chercher bien évidemment à aider ceux qui en souffrent au premier plan, enfin au premier degré, à vivre avec sans que ce soit handicapant. Alors merci d'être avec nous, parrain d'honneur, oui. De poursuivre l'aventure avec nous. Tu sais que cette année on a la chance d'avoir aussi pour parrain Edgar Morin. Du coup, le village des fragilités qu'on monte sur le cours Saint-Pierre les 24 et 25 mai, ce week-end-là sur Nantes, va se muer, se transformer en oasis de fraternité. Du fait de l'impulsion d'Edgar Morin. De la fragilité à la fraternité, qu'est-ce que ça te... en dehors comment dire, d'une certaine acquaintance phonétique, oui, je dirais que c'est justement la fragilité est un chemin vers la fraternité. Enfin, justement, le fait d'aller de prendre en compte ces fragilités permet d'accéder à des formes de fraternité. Oui, je crois que c'est un long chemin, c'est un raccourci, mais c'est un but tout à fait à poursuivre. Cette chanson, Fragilité, juste peut-être d'un mot, quand tu l'as écrite, je sais d'où elle vient? Elle vient de cette intervention dont on parlait justement, ce moment d'échange avec des gens sur ces thématiques-là. Enfin, c'était pas la thématique principale, mais elle est venue un petit peu à un moment donné, et pour moi, elle était très, très éclairante. Et la chanson, c'était lié aussi, je la mettais là, dans la chanson, il est question de quelqu'un qui vit une relation au travail, enfin un rapport au travail très dur, un travail dans lequel il se retrouve pas, et dans lequel il est sommé en quelque sorte de mettre entre parenthèses tout ce qui laisserait à entendre qu'il n'est pas aussi solide, aussi fort et en fait il va y avoir une forme d'inversion des valeurs au fur et à mesure de la chanson où justement il va être question de la mettre en avant, cette fragilité, et de la revendiquer en quelque sorte. Et non pas, encore une fois, comme une faiblesse séduisante pour émouvoir le chaland, mais plus comme un lien possible avec les autres. Un lien possible, et comme aussi comme un état de fait aussi. Je suis bien d'accord. Comme un état de fait, c'est-à-dire c'est la condition c'est notre condition. Notre condition. Voilà. Donc, et je pense que la plupart des problèmes qui se posent dans ce monde, mais à tous les niveaux, mais qui touchent aux questions de pouvoir, ont un rapport avec la négation des fragilités, en quelque sorte. Puisque finalement, le virilisme et le machisme, enfin surtout le virilisme au sens large, qui nous empoisonne la vie et qui est le ferment de tous les conflits du monde, c'est une résultante de la négation des fragilités. Donc reconnaître sa fragilité et la revendiquer, c'est aussi peut-être principalement même renoncer à une idée du pouvoir qu'on peut exercer sur les autres. Et je pense que voilà, tous les dictateurs du monde et tous les tyrans, même en herbe, qui sévissent dans le monde du travail, par exemple, sont des gens qui sont dans la négation de
leur propre fragilité, puisqu'ils mettent en avant, eux, tout ce qui est attrait à la force, justement, et à la virilité. Donc, c'est loin d'être des questions, c'est loin d'être une notion anodine. Eh bien, merci beaucoup Dominique. Si vous vouliez défaire aussi ces liens de domination qu'on voit qui aujourd'hui nous enferment, venez, soyez au rendez-vous les 24 et 25 mai. Venez poursuivre les échanges, les discussions, mettre des mots sur ce qu'on ressent. Dit, c'est tellement important. Voilà, restez pas seuls, on est là. Et puis tout ça, ça sera en fait, bien sûr, les 24 et 25 mai sur le cours Saint-Pierre à Nantes. Merci beaucoup Dominique. Merci à vous.